Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de l'AES, CEDEAO, prenez vos tabourets. Kone Katina, depuis le Burkina Faso, charge encore la CEDEAO, le pouvoir de Ouattara. L'AES, pourquoi l'AES a été créé? La CEDEAO a échoué. On écoute Kone Katina. C'est fort, les gars. C'est fort. C'est dosé. Alors, lorsque l'AES a été créé, d'ailleurs, lorsque ces trois pays qui sont nos pays frères, qui sont donc, membres acteurs, membres créateurs de la CEDEAO, ont décidé de partir de la CEDEAO et pour créer une autre entité, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef de l'État, mais en même temps président de notre parti, a fait une déclaration qui est claire. Il a dit, c'est vrai, nous regrettons en tant que membres de la sous-région, mais en même temps nous devons comprendre que la diplomatie ces derniers temps au sein de la CEDEAO, la façon dont la CEDEAO a géré les contradictions au sein de notre espace, n'était pas de nature à favoriser le maintien de ces personnes-là. Donc, au lieu de les regarder et de dire ben, pourquoi ils sont de leur jeter l'anathème, c'est plutôt à nous qu'il faut regarder au sein. Qu'est-ce qui se passe à la CEDEAO? Est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO répond vraiment aux aspirations des peuples africains? Je ne crois pas du tout. Notre parti ne croit pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour que ces personnes qui sont des acteurs essentiels de notre parti, de notre pays espace, décident de partir? Mais il y a des questions factuelles qui sont là, et il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Voici des peuples qui font pratiquement plus de 10 ans face à des menaces existentielles et qui n'ont pas reçu le secours, qui n'ont pas reçu véritablement le soutien qu'ils pourraient espérer d'un espace communautaire dans lequel nous sommes et qui est suffisamment qui nous donnait l'illusion vraiment d'être bien intégrés. Ces personnes décident finalement de se tourner et de prendre des décisions courageuses à leur sein. Au lieu de venir et dire, ok, on vous a compris, on dit non, nous allons prendre, ils prennent des positions maximalistes, je dirais extrémistes, allant jusqu'à menacer de faire des guerres à ces pays-là. Évidemment, les gens se posent la question, si vous avez la capacité effectivement de faire la guerre, pourquoi vous n'avez pas aidé ces pays-là à faire face à ces menaces existentielles? Ce sont autant de questions, comme les histoires d'embargo à la suite. Nous avons vécu ça, parce que on estime que, pendant la crise post-électorale, ces mesures qui sont inhumaines, parce que finalement, qui souffre? Quand vous mettez un embargo, vous profitez de votre position de face maritime, en violation du droit international, vous mettez un embargo sur les peuples, ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent, c'est le peuple que vous visez. Et donc, tous ces l'un dans l'autre, je crois qu'à la limite, on pourrait dire, on a poussé nos frères à sortir de la CEDEAO, c'est dommage, mais c'est le message que nous donne. Hier, j'ai reçu le message parce que c'est moi qui ai l'honneur de donner l'award de l'AES. J'ai compris la symbolique. Ils sont pour l'intégration régionale, mais ils veulent que nous refondons totalement cette intégration-là. C'est le message qu'il faut comprendre. Donc notre parti en a pris la conscience, notre parti travaille à ça, le président Laurent Gbagbo travaille à ça. Il faut une réflexion, une refonte totale de notre espace communautaire, de notre intégration, pour qu'elle soit effectivement au service de nos États et de nos populations, et qu'elle soit effectivement une intégration qui défende notre souveraineté, au lieu de donner l'impression d'être une association qui travaille sous contrôle. Alors, haute actualité, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a récemment évoqué la présence de bases, de centres d'opération plutôt en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le Burkina. Au niveau de votre parti, le PPACI, vous avez demandé des explications au gouvernement ivoirien. Pourquoi une telle requête et où en est-on au stade actuel? Oui, parce que quand même les menaces, l'accusation elle est forte, elle est grave. Ce sont des associations qui sont fortes, elles sont graves. Elles ne demandent pas d'un ministre, elles ne demandent pas d'un directeur général, elles demandent du président du Faso. Et pour nous, pour ceux qui connaissent un peu le langage diplomatique, c'est quand même suffisamment grave. Et nous, en tant que parti politique, dans l'africanisme engagé, nous avons dit attention, il faut que le gouvernement ivoirien nous rassure. Nous ne disons pas absolument que le président Faso a raison ou il a tort, mais nous disons que vous devez rassurer les Ivoiriens. Prenez la parole, dites aux Ivoiriens qu'est-ce qui est réellement. Parce qu'on ne peut pas, de telles accusations ne peuvent pas être portées sur notre pays. Quand même, c'est une sorte d'anathème qui est jeté sur notre pays. Et quand nous le demandons, nous regardons sur notre propre histoire. En 2000, dans les années 2000, le Burkina a servi de base arrière pour déstabiliser notre régime. Ça, c'est connu. Ce n'est même plus, c'est un fait historique, c'est connu. Et
personne au bout du compte n'a gagné quelque chose, ni le Burkina ni la Côte d'Ivoire. Ayant souffert de ça, nous ne pouvons pas accepter que cela, qu'on n'ait pas tiré la leçon de ça et qu'on nous accuse, nous, à notre tour, de déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a eu des retours depuis l'appel que vous avez lancé pour des explications? Non, alors ce que j'ai lu, ce que nous avons lu, c'est qu'il y a eu le ministre de la Défense qui a fait une interview dans un journal, je ne vais pas faire le nom du journal pour des raisons de publicité, a dit tout simplement, a démenti. Il dit non, c'est pas vrai, pas du tout. Nous nous en tenons, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que cette question soit posée au niveau de l'Assemblée nationale pour que, oui, qu'on nous dise et qu'on nous rassure. Parce qu'au bout du compte, ce que nous devons faire, l'erreur que nous faisons, il y a tellement de liens sociaux, historiques, anthropologiques entre la Côte d'Ivoire et Burkina, que lorsque nous faisons cette erreur, comme on l'a fait en 2000, le Burkina l'a fait en 2000, et qu'on nous accuse de faire aujourd'hui, mais nous ne rendons service à aucun de notre peuple. Et honnêtement, il faut que sur ces questions-là, les politiques, nous devons être intransigeants sur ces questions. Le Burkina et la Côte d'Ivoire doivent marcher dans des concerts parce qu'on a trop d'intérêts convergents et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, oui, il y a eu un démenti du ministre de la Défense. Nous prenons acte de ce démenti, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut que la question était assez sérieuse. Il faut que le débat s'ouvre au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays, parce que c'est là-bas que le peuple, le débat a lieu, pour que cette question-là, on lave ce cul-là définitivement et qu'on ait de nouveaux horizons pour les deux pays. Alors nous sommes pris par le temps. Dernière question où je vais revenir sur les questions de cohésion sociale. On le sait, les élections sont généralement des moments de fragilité sous nos tropiques. Les élections de 2025 en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elles sont vues au niveau du PPACI quand on sait que nous avons eu une candidature naturelle d'Alassane Ouattara qui a été déclarée par son parti. Aussi, on connaît les questions au niveau de la CEI, sans oublier Laurent Gbagbo, qui jusqu'à présent, à l'heure où on parle, est sous le coup aussi d'une affaire judiciaire. Écoutez, sur ce dernier point, notre position est claire. Pour nous, la candidature du président Laurent Gbagbo ne se négocie pas. Nous, dans notre parti, nous n'avons ni de plan A, plan B, plan C, plan D, non. Parce que il ne faut pas que, devant une injustice, nous reculons devant une injustice et disons, bon, ben, comme il y a cette injustice, on ne veut pas la régler, on veut chercher une solution. Celui qui fuit une injustice, en pensant trouver la solution ailleurs, trouvera toujours la même injustice sur son chemin. Pour nous, la question de la présidente Laurent Gbagbo est une question de rupture pour nous. Et quand je place moi, je le place avec tout le sens qu'il faut. C'est une question de rupture pour nous et nous pensons que le gouvernement et nous, sur cette question, nous allons finir par nous entendre. Puisque nous n'avons pas, nous, en tout cas, le PPACI, nous n'avons pas d'autre solution que de nous battre pour que nous arrivions à ça. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, il est toujours radié de la liste. Oui, mais c'est illégal et tout ce qui est illégal n'est pas acceptable. Je rappelle qu'il y a une décision d'une Cour africaine des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé au gouvernement ivoirien d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour nous, c'est une décision. Voyez-vous, rapidement, en quelques secondes, on vous dit très souvent, oui, il y a la démocratie, les autres ne sont pas démocrates parce qu'ils ont fait un coup d'État. Mais lorsque un régime contrôle tout le pouvoir et refuse même d'appliquer les décisions judiciaires, ben, il n'est pas pire que celui qui a fait un coup d'État et qui prend tout le pouvoir en lui. Or, il y a une décision de justice. Il n'est pas meilleur, je vais dire. Il n'est pas meilleur que celui qui a fait un coup d'État qui prend tout le pouvoir. Une décision de justice a été prise. Tout gouvernement qui veut être démocrate doit appliquer la décision de justice. Quand vous refusez, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle des institutions judiciaires, vous prenez le contrôle de toutes les institutions, alors on tombe plus dans la démocratie, on tombe dans une autre forme de gouvernement et qui n'est pas loin donc de ce qu'on reproche aux autres.